chaque fois que j'entreprends un voyage quelque part, j'ai mon petit rituel. J'apprends les 4 politesses de base, à savoir bonjour, au revoir, merci et s'il vous plaît. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Bourbistan, je m'appelle Yann et aujourd'hui je vais vous expliquer en quoi ce petit rituel d'apparence insignifiant a complètement changé la façon que j'avais d'aborder la communication. J'ai créé des fiches pour chacune des langues concernées par mes voyages. Alors ouais, elles sont toutes différentes, mais ça un pingouin en décrochage scolaire aurait pu le remarquer aussi. C'est leur similarité qui nous intéresse, et 4 mots suffisent étonnamment bien à dessiner des tendances. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes sans doute au moins francophone, donc ces langues du groupe des langues latines vous sembleront toutes familières d'une façon ou d'une autre. Au moins à l'écrit, l'intuition vous permettra de comprendre à minima les grandes lignes. À l'oral, c'est une autre histoire, d'autant plus que le français a une forte tendance à cultiver ses particularités, mais ça, on y reviendra plus tard. Si on se concentre sur le roumain par contre, c'est moins vrai, et c'est parce qu'il a de fortes influences slaves. Ça se voit assez peu sur ces 4 mots, mais pas besoin de creuser très longtemps pour s'en rendre compte. Croyez-moi, en termes de grammaire et de vocabulaire, les influences slaves sont vite évidentes. D'ailleurs, les langues slaves, elles se regroupent en 3 groupes. On a d'abord les Slaves du Sud, qui sont représentés par l'ex-Yougoslavie et la Bulgarie. D'ailleurs, c'est dans le nom, le Youg de Yougoslavie, ça veut dire Sud en serbe. Les Slaves de l'Est, qui sont pour l'instant uniquement représentés par la Russie, parce que j'ai pas encore bien investi la région. Et les Slaves de l'Ouest, c'est-à-dire ceux qui apprécient pas trop qu'on considère leur pays comme étant d'Europe de l'Est, vu qu'ils se considèrent à raison comme population d'Europe centrale. Là, à nouveau, les airs de famille sautent aux yeux même si vous n'êtes pas familier avec les langues slaves. Au sud, on retrouve des bonjours qui commencent par zdra, qui les rapprochent également du russe qui disent zdrastvuyte. Ils disent tous voilà pour dire merci, sauf les slovènes qui disent prasim, mais ça rapproche le slovène du polonais et du tchèque. Les formes de merci en blagodatruc des bulgares et des macédoniens, elles se rapprochent du russe mais de façon plus subtile, même si ça ressemble pas du tout à spasieba, le verbe blagodarit en russe, il signifie remercier. On est pas loin. Et si on superpose les fiches sur une carte, on se rend compte qu'il y a un continuum linguistique qui coïncide avec celui de la géographie des régions slaves. Et je vous laisse admirer ça, je trouve ça fascinant. Rayon langue germanique, c'est tout pareil et ça se ressent explicitement sur les remerciements, mais les bonjours sont aussi faciles à raccorder à des variantes de salutation dans les langues voisines. Rayon langue sino-tibétaine, très grossièrement les langues chinoises et celles qui lui ressemblent. On trouve un air de famille mais c'est déjà plus diffus, et c'est avant tout faute à la taille réduite de l'échantillon dont il est question. Rayon langue turcique, donc apparenté au turc, et les langues sémitiques dont l'arabe est le plus grand représentant, la taille de l'échantillon ne permet pas de voir des similarités. Mais leur parenté elle est pourtant tout à fait avérée. Le maltais il a été très influencé par l'italien et l'anglais, respectivement par la géographie et la colonisation, d'où son éloignement de l'arabe, et il n'utilise pas les expressions très marquées par l'islam comme assalam alaikum, les maltais étant dans l'ensemble attachés à leur héritage catholique. Pour les langues turciques, j'ai pas trop d'explications honnêtement, si ce n'est que l'aire de répartition de cette famille est très étendue. Elle va de la Turquie jusqu'à la Mongolie, donc c'est vraiment immense comme zone géographique, et du coup les disparités s'en voient par conséquent plus marquées. Grammaticalement en tout cas, dès lors qu'on creuse un peu, les similarités elles sont absolument évidentes. Et là, on en vient à mes petits préférés, aux extraterrestres. Souhaitons la bienvenue à l'albanais, qui n'est rattaché à rien, l'arménien qui est très vaguement similaire au grec ancien, le basque, rattaché à rien, le géorgien, rattaché à rien, le grec, rattaché à rien, le hongrois, du même cabinet de curiosité que le finno et l'estonien, alors même que la Hongrie n'a aucune frontière avec ces deux pays, et le japonais qui, même si l'écriture ressemble beaucoup à celle du chinois, n'a presque aucun point commun avec celui-ci. Et si on affiche ces petites fiches en VO, l'unicité est encore plus flagrante. Allez, je vous laisse admirer ça quelques secondes. Cela dit, malgré leur très grande diversité, une bonne partie des langues précitées appartiennent à la famille des langues indo-européennes. Une famille, c'est comme un groupe de groupes, si vous voulez. Les similarités sont presque invisibles quand on compare les 4 politesses. Ce qui les rassemble ici, c'est pas tant les ressemblances grammaticales et syntaxiques en tant que telles, ce qui les rassemble ici, c'est leur histoire commune. Et quand on en arrive là, ce qu'on peut se dire, c'est que... Est-ce que cumuler une telle collection de parlers différents alors qu'on semble pour beaucoup d'entre nous partager un socle commun, est-ce que c'est pas salement se compliquer la vie en fait ? Réponse simple, oui, on se complique carrément la vie. Réponse complète, oui, on se complique carrément la vie, mais c'est pas pour rien. Au-delà du sens des mots dans les phrases qu'on formule, la langue elle-même porte les stigmates de nos identités. Voilà, juste une chose, les thèmes que je vais aborder ici, dans cette partie, ils sont pas la rigueur incarnée en termes de sciences linguistiques, je suis pas du tout linguiste d'ailleurs, mais elles dessinent des tendances et je cherche ici surtout à vous intéresser à ce domaine en mettant en avant certaines curiosités qui vous permettront par ailleurs de briller en société, éventuellement.
Prenons l'allemand. L'allemand, c'est une langue qui est très rigoureuse. Elle a une grammaire complexe, mais très précise et elle comprend assez peu d'exceptions. Elle permet de construire des mots valises très utiles pour créer du vocabulaire très spécifique. Et son orthographe, même si elle fait peur à beaucoup avec ses mots à rallonge, les mots à rallonge d'ailleurs, c'est souvent les dits mots valises d'ailleurs, elle est très régulière. Et tout ça, c'est des traits de caractère qu'on retrouve beaucoup chez les Allemands, souvent considérés comme étant rigides, rigoureux, ponctuels, stricts, etc. Enfin, je vais pas vous faire une liste, vous voyez où je veux en venir. Il n'y a qu'à voir leur industrie automobile pour se convaincre que c'est un peuple qui sait travailler. Si on s'intéresse aux japonais, de l'autre côté du globe, on a une langue qui, sans être spécialement simple, n'est pas non plus une torture absolue. Ce qui rend le japonais difficile, c'est ces 3 registres de langue honorifique. On a le registre humble, le poli et le respectueux, qui changent du tout au tout la forme des phrases et qui contiennent encore des sous-niveaux de politesse et des façons fumeuses d'exprimer le respect. Enfin, c'est un bordel absolu et ça devient très vite confus cette affaire. Le respect et la politesse, c'est des valeurs qui sont centrales dans la culture du Japon. C'est donc pas étonnant de les retrouver à travers la mécanique de la langue japonaise. Côté islandais, on a une des langues les plus conservatrices du monde, qui est toujours aujourd'hui proche du vieux norrois, donc la langue qui parlait dans les pays scandinaves il y a longtemps. Ça confère d'ailleurs aux Islandais la capacité, qui est malgré tout souvent surestimée, d'être encore capable de lire les versions originales des sagas nordiques qui ont été écrites il y a plus de 800 ans. Ça s'explique en majorité par l'isolation géographique de l'Islande, qui n'a eu que peu de contact avec le reste du monde pendant longtemps. Et jusqu'à présent, même si c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, l'Islande a toujours tenté de préserver sa langue des néologismes étrangers. Quand une nouvelle technologie débarque, elle fabrique un nouveau mot à base de mots purement islandais par souci de pureté. Par exemple, ordinateur, ça se dit tölva. Pardonnez-moi la prononciation, je suis pas très à l'aise avec l'islandais. Et tölva, ça provient du mot pluriel tölur, qui signifie chiffre, et de la terminaison va, du mot völva, qui signifie devineresse. Et pour décrire une machine qui a des capacités de calcul complètement surnaturelles, c'est plutôt bien vu, je trouve, et ça a même un côté un peu poétique. Ces dernières années, les néologismes anglicisants apparaissent de plus en plus et finissent par entrer dans le langage courant. En Islande, la langue a en quelque sorte été le miroir d'un pays isolé et conservateur qui tente à s'ouvrir vers l'extérieur. Et des exemples comme ça, il y en a des palettes entières. Il y a entre 7 et 10 000 langues sur cette planète. On risque donc pas d'en voir le bout cette année si j'essaye de toutes les citer. Après, les locuteurs des langues dites rares, et par rare j'entends celles qui ne sont parlées qu'à l'échelle d'un seul pays et qui ne ressemblent pas suffisamment à une autre pour être mutuellement intelligibles, sont très souvent bilingues voire même trilingues. Dans le cas général, les habitants des pays largement multiethniques parlent souvent plusieurs langues couramment. Ma mère, elle se demande souvent comment les locuteurs de langues rares peuvent s'en sortir dans un monde qui se mondialise. Moi j'aurais tendance à lui répondre que c'est une chance, car ils grandissent en parlant plusieurs langues, souvent de familles différentes même, et qu'ils acquièrent par conséquent plus facilement que n'importe qui d'autre des automatismes qui leur permettent d'en apprendre plus. Nous, en tant que francophones, on parle l'une des grandes langues véhiculaires de la planète. Une langue véhiculaire, si vous voulez, c'est une langue que 2 locuteurs ont en commun mais qui n'est pas forcément leur langue natale. Par exemple, un Andorran qui parle catalan depuis sa naissance et un Sénégalais qui a grandi en parlant Wolof peuvent se comprendre en parlant français. C'est une langue qu'ils maîtrisent souvent tous les deux. Donc quelque part, on a de la chance d'être francophone car nous, on n'a aucun effort à fournir pour parler aux Andorrans, aux Français, aux Sénégalais et d'ailleurs à tous les autres peuples qui pratiquent le français sur la planète, mais ça nous rend aussi feignants. On a la réputation d'être assez mauvais en langue étrangère et on l'a pas volé cette réputation. Et que dire des Américains et des Anglais qui, à travers l'excuse de parler la langue hégémonique par excellence, sont souvent les peuples les plus monolingues du monde alors qu'ils ont 1000 fois les ressources éducatives nécessaires à en apprendre plus. En plus de ça, ça fait souvent en sorte que les États-Unis apparaissent comme étant le centre du monde dans leurs esprits. Et si tout le monde parle notre langue, c'est qu'on doit être important, non ? Question légitime. J'avais aussi réfléchi à ce que le son même de notre langue, la sonorité pouvait dire de nous, et pour le coup, je pense que ce point-là, il est pas valable. Le russe a tendance à sembler agressif, mais c'est surtout parce qu'on a l'image de ce gamin russe qui rage comme un animal sur CS quand on pense à la langue de Tolstoï. Faut se parler calmement et normalement, c'est plutôt doux à l'oreille. On peut aussi citer des langues comme l'arabe ou le néerlandais et leurs nombreuses consonnes gutturales qui sonnent très irritantes à nos oreilles françaises, qui sont pas habituées à les entendre. Le français, de son côté, va avoir cette réputation de langue douce et romantique, notamment à cause des fantasmes sur l'ambiance parisienne des gens qui n'y ont jamais mis les pieds. Je pense que c'est comme pour certains genres de musique qui feront jamais l'unanimité. Le côté sonorité mélodique, c'est avant tout une affaire de goût et d'habitude. Les systèmes d'écriture. Ah, les systèmes d'écriture, je vais rien vous cacher, ça c'est mon sujet préféré. J'adore apprendre des alphabets étrangers, ça me donne l'impression d'avoir un super pouvoir quand je parle en vadrouille là où ils sont utilisés. Juste avant, j'ai expliqué ce que les langues elles-mêmes pouvaient dire de leurs locuteurs, mais j'ai pas parlé des systèmes d'écriture qui sont tout aussi riches en informations. Par système d'écriture, je comprends à la fois l'orthographe et les alphabets. Pour parler de ce sujet, je vais m'appuyer en partie sur la conférence TEDx d'Arnaud Hout et Jérôme Piron, qu'ils ont baptisé la faute de l'orthographe. Dans l'ensemble, c'est intéressant ce qu'ils disent, hein, c'est pas mal. Il y a
y a de bonnes idées, mais il y a aussi des trucs qui tiennent pas du tout la route, et dans l'ensemble c'est gonflant de voir tant de francophones s'évertuer à mettre en avant tous nos défauts en passant sous silence toutes nos qualités. Après c'est peut-être parce qu'ils sont belges, hein, je sais pas. Bon. C'est Yann du montage qui vous parle, alors je voulais juste vous recommander de peut-être d'abord regarder la conférence de Hout et Piron parce qu'elle est intéressante, ça vous permettra de mieux comprendre la suite. Moi je vais diffuser certains extraits mais surtout ceux avec lesquels je suis pas d'accord, donc pour avoir un avis plus éclairé et une meilleure compréhension du reste de la vidéo, je vous recommande de la regarder et je vous mets un lien en description. Dès le début, il commence par décrire l'écriture comme un outil au service de la langue. C'est le code graphique qui permet de transmettre, donc de retranscrire la langue orale. L'orthographe n'est qu'un outil au service de la langue. Un outil purement descriptif comme une partition pour de la musique. Si on cherchait juste à décrire la sonorité de nos parlers, le monde entier utiliserait exclusivement l'alphabet phonétique international. Or, personne ne le fait. Il y a peut-être une bonne raison pour ça. C'est vraiment fantastiquement agréable à lire, hein. On passerait d'un alphabet de 26 à 36 lettres et en plus il faudra adopter une orthographe différente pour chaque accent local, chaque inflexion. Et c'est vraiment super plus simple, hein. Ils décrivent ensuite un inventaire de mêmes sons français écrits de plein de façons différentes, ce qui rend, c'est vrai, l'orthographe française assez ardue, sans parler de nos célèbres lettres muettes qu'on adore égrener partout là. Vive la France. Le son S, comme dans régisseur. comment peut-on écrire ce son en français? On peut l'écrire S, 2 S, C, CCD, SC, T, X, Z, TH, STH, 2C, S, CCD. Prennent ensuite des exemples d'autres orthographes qui, selon leur valeur à eux, font mieux que nous. Ils prennent du coup l'exemple du turc. C'est vrai qu'il est facile à lire et à écrire, il se prononce comme il s'écrit, et il s'écrit pas exactement comme il se prononce, mais il en est vraiment pas loin. Bon élève. Et ça s'explique. Ça s'explique par le fait qu'avant 1928, le turc était écrit en utilisant une variation de l'alphabet arabe. D'ailleurs, pour la parenthèse, l'alphabet arabe n'est pas un alphabet mais un abjad, c'est-à-dire qu'il ne contient que des consonnes, et c'est au locuteur de connaître le mot qu'il a sous les yeux pour le prononcer correctement. C'est pas évident, hein. Après, vous avez les petits points, vous savez, que vous voyez souvent autour des écritures arabes, qui donnent des indications sur les voyelles, mais leur utilisation n'est pas systématique, elle n'est pas toujours employée. Atatürk, le fondeur de la Turquie moderne, leur héros national, a abandonné son utilisation car il considérait qu'elle était rétrograde, avec pour objectif principal l'alphabétisation des masses. Donc bien évidemment qu'il a mis en place une orthographe simple. Bien évidemment, c'était le but. Et c'est ensuite les exemples du finnois, du serbe, du bulgare et du roumain. Pour le finnois, j'en sais rien, je leur laisse le bénéfice du doute. Le serbe et le bulgare, c'est vrai, et eux, c'est parce qu'ils ont créé leur propre alphabet pour correspondre à leur prononciation. C'est pas le fruit d'une adaptation. Les alphabets cyrilliques sont des évolutions de l'alphabet glagolitique conçu par Saint Cyril en Bulgarie ou en Macédoine, ça dépend des sources, hein, ils sont plutôt nationaux là-bas, pour traduire les écrits saints en vieux slave, aussi appelé slavon liturgique, un ancêtre commun des langues slaves, toujours encore utilisé aujourd'hui dans le cadre religieux orthodoxe slave. Une fois de plus, pourquoi ils auraient fait autrement? Pourquoi? Ils étaient en train de créer une orthographe de toutes pièces et ils n'avaient aucune raison de la rendre inutilement tordue. Ils citent ensuite l'allemand et le russe dans la catégorie des bons élèves, donc pas parfait, mais les bons élèves. Pour l'allemand, je suis, à vrai dire, plutôt d'accord avec eux. Il y a certes un bon nombre de règles à assimiler, mais une fois qu'on les connaît, il y a quasiment aucune exception et les Allemands y jouissent d'une belle régularité à l'écrit. Mais comme pour les Turcs qui ont changé d'écriture au cours de leur histoire, l'alphabet latin a succédé aux alphabets runiques à travers l'évangélisation de l'Allemagne. Il n'avait alors aucune raison de créer une écriture torturée basée sur aucun fondement historique. N'avait à nouveau aucune raison de créer une écriture compliquée. Pour le russe par contre, ça m'a fait un peu bondir. Les Russes, ils ont des consonnes muettes. Leur E se prononce soit E, soit YE, soit E, soit I. Leur O ne se prononce que O s'il est la voyelle de l'accent tonique, sinon c'est A ou E. D'ailleurs, parfois, leur A se prononce I. Sans parler des voyelles mouillées, des signes mous qui sont utiles au nom de leurs règles orthographiques prioritaires sur les règles de prononciation. Bref, le russe, c'est pas facile à lire, hein. Et d'ailleurs, vous savez comment on détermine la position de l'accent tonique en russe? Ben, on détermine rien. C'est que du par cœur. Et attention, j'adore la langue russe, hein, mais dans la catégorie orthographe régulière et simple, ils sont mauvais élèves. D'ailleurs, les alphabets, ils portent en eux des traces historiques des peuples qui s'en servent. L'alphabet latin, par exemple, il provient de l'église romaine, qui a fini par s'exporter un peu partout à travers la colonisation et l'hégémonie de la langue anglaise, sans pourtant emporter son bagage religieux avec lui à chaque fois. Les alphabets cyrilliques slaves portent en eux la marque de l'église orthodoxe. Les alphabets arméniens, grecs et géorgiens proviennent également de leurs églises orthodoxes respectives. Tous les pays, sans exception, qui utilisent l'abjad arabe ou l'un de ses dérivés, comme le persan, l'ourdou, le somali, le maldivien et tant d'autres, sont des pays musulmans, le Coran ayant été révélé en arabe selon les textes saints de l'islam. Idem pour l'hébreu et la culture juive, par exemple. Et je pense que là, vous touchez du doigt la richesse cachée du langage au sens large à ce niveau de la vidéo. D'ailleurs, en proto-aztèque liturgique du Far West, s'abonner, ça signifie « Ah oui, en effet, je touche du doigt cette richesse cachée ». Donc, cliquez sur le bouton associé pour me le notifier. Merci.
Ils prennent ensuite l'exemple d'un mot imaginaire qu'ils prononcent créfition. En français, si on inventait un mot qui n'existe pas, de combien de manières différentes pourrait-on écrire ce nouveau mot? Ils ont comptabilisé 240 façons de l'écrire. L'exemple est rigolo, mais en dehors de ces deux orthographes et de leur forme plurielle, si on parle d'un mot franco-français, tous les autres sont carrément saugrenus et n'auraient que peu de chances d'exister honnêtement. À propos de l'orthographe, ils évoquent à un moment le concept d'orthographe d'apparat, qui est un sujet plutôt intéressant, qui consiste à ne considérer que des écritures très spécifiques de nos phonèmes. Par exemple, comme si on écrivait tous les A comme dans le mot doigt, ou comme si on écrivait tous les A comme le U-tréma de Capharnaüm, pour pondre une orthographe qui est totalement imbuvable. Le résultat est dégueulasse, mais ils devraient être contents. Ils devraient être contents parce que leur orthographe d'apparat est parfaitement régulière et phonétique. Elle est juste moche. Et ça a tendance à me faire penser qu'ils savent pas ce qu'ils veulent et qu'ils cherchent plus à se foutre de la gueule du français qu'à vraiment démontrer quoi que ce soit dans leurs conférences. On a ensuite le droit à un pamphlet sur la grammaire du français en parlant des accords qui sont parfois compliqués au sein des phrases, c'est vrai. Mais ce qu'ils oublient de préciser par contre, c'est que la grammaire française, elle reste quand même très simple au regard de ce qui existe. On n'a pas de déclinaison grammaticale, on n'a que deux genres, bon, un seul ce serait mieux, mais on n'est pas parfait. On a un registre honorifique qui se confond avec la deuxième personne du pluriel. On a encore une syntaxe sujet-verbe-objet qui est très régulière. On adore dire que le français c'est très compliqué, vous savez, pour se faire mousser. Oh, vous savez, je parle le français, c'est si complexe. Mais c'est très surfait comme affirmation, le français c'est une langue accessible. On a quand même malgré tout la palme de la conjugaison la plus complexe du monde, il y a des métriques qui le démontrent, personne n'est parfait. Et pour conclure, Arnaud et Jérôme nous expliquent comment la langue française a atteint ses niveaux de complexité à l'écrit, et là pour le coup ils disent la vérité. L'écriture du français elle a été figée qu'assez tard dans l'histoire de la langue et elle l'a été par des élites, qui avaient le temps d'écrire des dictionnaires pendant que le bas peuple avait des carottes à faire pousser et des troupeaux à entretenir. Il a été volontairement rendu complexe, par élitisme, c'est vrai, mais aussi pour marquer les origines grecques et latines de notre vocabulaire. Typiquement les PH pour décrire le son F et les TH qu'on trouve dans plein de mots comme thème, tout ça. Ça signifie que l'étymologie du mot a des racines grecques. Et c'est vrai que les origines italiennes, germaniques et arabes sont souvent laissées de côté. Ça ne témoigne pas d'une incomplétude de la langue, mais de choix, d'histoires que nos élites d'un autre temps ont voulu mettre en avant plutôt que d'autres. Nos nombreuses lettres muettes aident à former des verbes et des substantifs, à marquer le pluriel ou le genre, ou sont parfois plus que les traces d'une ancienne prononciation qui a aujourd'hui disparu. Notre écriture, elle contient bien plus d'informations que notre parler. C'est pas un simple outil de représentation phonétique sur papier, c'est une surcouche informative et historique des mots qu'on prononce. Est-ce que c'est bien ? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est très subjectif. C'est au ressenti de chacun, au fond. Moi, ce que je vois, c'est une langue riche. Riche par ses racines et par son histoire, y compris celles qui ne sont pas dites. Je vois une belle langue qui permet des nuances à l'infini et c'est pas pour rien qu'on aime autant s'entendre parler. Mais ça veut pas dire que le français est parfait. Et si le français est parfait, il est d'une manière qui lui est bien propre, en tout cas. Être parfait à sa manière, est-ce que ce serait pas un gigantesque aspect identitaire ? Plein de langues se ressemblent au point d'être presque intégralement mutuellement intelligibles. Prenez le serbe, le croate et le bosniaque. C'est quasiment exactement les mêmes langues, et pourtant c'est des peuples qui se sont souvent retrouvés à se taper sur la gueule. Regardez, le russe et l'ukrainien sont deux langues qui sont très proches, aux racines identiques, et pourtant je vais pas vous apprendre que c'est pas l'amour fou entre la Russie et l'Ukraine. Les russophones de l'Est ukrainien ont préféré les bombes depuis 2014 au fait d'abandonner leur identité russe. Parler une langue, d'autant plus si elle est purement vernaculaire, c'est appartenir à un groupe. Et l'appartenance, on n'oubliera pas que c'est juste au-dessus des besoins physiologiques et sécuritaires dans la pyramide des besoins. Des tentatives de lisser et d'homogénéiser les dialogues au travers d'une langue commune, ça a été tenté plus d'une fois. Et là on va parler des langues construites. Donc c'est quelqu'un un jour qui se dit « Aujourd'hui je vais créer une langue de toutes pièces, avec mes mécanismes, avec mon vocabulaire, avec mes règles orthographiques et grammaticales. » La seule qui a vraiment su rassembler un grand nombre d'adeptes, c'est l'espéranto, qui aurait entre 100 000 et 10 millions de locuteurs à travers le monde. Bon, l'échelle est large quand même, hein. Elle a été créée par Zamenhof à la fin du 19e siècle, il a connu un succès certain car elle était très simple, autant à l'oral qu'à l'écrit. C'était le but. On n'avait que des phonèmes commun et aucune irrégularité grammaticale. Si elle a connu un succès certain, c'est parce qu'elle a pris son essor autour de la Première Guerre mondiale. C'était une époque où les gens rêvaient de paix et de dialogue, et quoi de mieux qu'une langue commune pour qu'on puisse tous dialoguer et se comprendre. L'idée est bonne, elle fonctionne. Là où le bas blesse, c'est que son vocabulaire et sa grammaire étaient largement inspirés de langues slaves et de langues latines. Et ça ne la rendait pas si simple et universelle pour le reste du monde. L'aspect identitaire était le défaut majeur du projet espérantiste, et c'est la cause de son plafond de verre. Elle a été et sera toujours une langue européenne dans laquelle il est déjà compliqué en tant
tant qu'Européens de se sentir représentés, alors imaginez pour un Chinois, un Kirghize ou un Éthiopien. À l'heure de la mondialisation, où de nombreuses personnes ont peur que leur village, ville, voire même pays perdent leur identité, leur essence, à force de mouvements de population et d'évolution culturelle et morale qui s'accélèrent sans cesse, le sujet de la langue il est souvent remis sur la table. On peut parler d'Aya Nakamura, dont l'annonce qu'elle chanterait du Piaf à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a suscité de vives polémiques. Je m'attarderai pas sur la question raciale qui gravite autour parce que franchement qu'ils défendent ou qu'ils enfoncent Aya, c'est des débats qui servent à rien. On lui reproche souvent ces paroles dont le français est tout sauf standard et l'emploi de nombreux mots d'argot et d'africanisme. Franchement dit, si je suis pas fan à l'idée de la voir au JO, c'est surtout parce que je suis absolument pas client de sa musique, de l'image dénuée d'élégance qu'elle véhicule, mais je préfère largement le français châtié d'Aya Nakamura aux paroles anglaises tout à fait consensuelles de la musique de la danse officielle des Jeux Olympiques de Paris. Le français de Nakamura, c'est pas la plus belle des variétés, ni la plus représentative d'ailleurs, mais ça reste du français. Nos langues, avant toute chose, ce sont d'immenses patrimoines immatériels. J'ai du mal à comprendre ceux qui n'y sont pas attachés, mais bon, c'est comme ça, et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi pour lui donner de la force. À la fin de leur vidéo, Out et Piron considèrent que simplifier la langue pour que les gens passent plus leur temps à apprendre à s'exprimer, plutôt qu'à apprendre des règles de grammaire qu'ils jugent désuètes, est un enrichissement plutôt qu'un appauvrissement de la langue. Tout le temps de mémorisation mécanique, d'exception, annonné, pou, hibou, caillou, tout ce temps pourrait être converti en temps de pratique, de découverte, de réflexion, de littérature, d'histoire de la langue. Donc en un sens, la simplification constitue bien un nivellement par le haut. Après tout ce que je viens de vous raconter, j'espère vous avoir fait comprendre que je suis pas du tout d'accord avec eux. Ça ne me donne pas raison dans l'absolu, on place juste nos priorités à des endroits différents. Moi je vais avoir tendance à privilégier le bagage culturel et historique de ma langue à son accessibilité absolue. Est-ce que je suis un élitiste égoïste de ne pas penser aux dyslexiques et autres dysorthographiques en refusant la simplification ? Honnêtement, je pense pas. Les deux conférenciers appellent ça de la discrimination. Dans le cadre d'une recherche d'emploi, une mauvaise orthographe peut, c'est vrai, vous coûter la place. Mais ça coûte quoi de se servir du correcteur automatique de son ordi, de faire relire sa postulation à un ami plus dégourdi que soi pour corriger les fautes? Ça coûte pas grand chose, hein. Là, l'employeur, il va pas juger votre orthographe, à moins que vous postuliez pour un travail de rédaction. Il va juste juger le soin que vous portez à votre travail, c'est tout. Voici souvent des gens à valider l'opinion d'autres gens sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'ils n'écrivent pas correctement. Et c'est souvent assez ironique parce qu'ils sont eux-mêmes pas du tout irréprochables. Là, le problème, c'est pas les gens qui font des fautes. On en fait tous, j'en fais, vous en faites, tout le monde fait des fautes d'orthographe. Le problème, c'est de juger que quelqu'un qui ne sait pas écrire correctement est systématiquement stupide. Après, il y en a certains, ils écrivent si mal, on a l'impression de lire un langage crypté. Vous, les gars, il faut quand même vous remettre en question, hein. Même si ça arrive pas tous les 6 mois, l'orthographe et la langue française a été réformée plusieurs fois dans son histoire. Tous les ans, de nouveaux mots sont adoptés et ajoutés au dictionnaire. Les usages changent, la langue évolue, et c'est d'ailleurs là tout le principe du statut de langue vivante. Ce par quoi j'aimerais conclure cette vidéo, c'est de ne pas oublier que la langue en dit plus que les mots que vous formulez avec. C'est un héritage culturel colossal, et que vous le vouliez ou non, il fait partie de vous. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais je vous invite à la réflexion et à l'apprentissage.